pour vous toutes et tous pour cette solidarité. Et si je demandais de prendre la parole, c'est parce que justement, je voudrais dire au nom de ce peuple, parce qu'on parle de 50 ans de lutte, c'est pour dire au nom de ce peuple comment notre peuple est reconnaissant quand je vois des visages parmi nous aujourd'hui comme Christiane Perrault ou même Pierre Galland qui vient de prendre la parole et que pour dire que ce sont des femmes et des hommes qui nous accompagnent depuis 50 ans. Et ce n'est pas évident, surtout de nos jours. Donc, sincèrement, je voudrais dire au nom de ce peuple que nous, on continue 50 ans ou peut-être même 100 ans, c'est tout à fait normal parce qu'on n'a pas de choix. Mais que des hommes et des femmes, malgré tout, et comme j'ai dit, des générations et des générations qui restent debout à côté de ce peuple, juste parce que la justice est de notre côté, je veux dire juste au nom de ce peuple, merci et à travers vous, à toutes celles et ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, mais quand même, comme j'ai dit, qui accompagnent ce peuple depuis presque 50 ans dans sa lutte juste. 1000 fois merci au nom de ce peuple. Et quand je m'exprime au nom du peuple sahraoui, je crois que je me trompe pas aussi non plus que de dire aussi au nom de tous les peuples opprimés. Parce que comme tu l'as dit Pierre, c'est pas uniquement la lutte du peuple sahraoui, on lutte pour les mêmes droits que tous les peuples opprimés. En même temps, je voudrais aussi dire au nom de ce peuple, aux représentants et les ambassadeurs des pays amis qui sont parmi nous aujourd'hui, que ce soit l'Algérie, l'Afrique du Sud, la Namibie, Cuba, Venezuela, Timor, enfin tous les et d'autres que je connais pas, pour ces pays, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que ces pays étaient prêts à sacrifier leurs propres intérêts pour défendre la légalité et la justice. C'est pas non plus évident. Donc merci l'Algérie, merci l'Afrique du Sud, merci la Namibie, Venezuela, Cuba et j'en passe. Donc, merci pour votre solidarité avec ce peuple, malgré, comme j'ai dit tout à l'heure, que même parfois, ça pourrait menacer même vos intérêts directs. Et peut-être à titre d'exemple, puisque nous sommes à Genève, on sait justement ce qui s'est passé au moment des élections de la présidence donc du Conseil des droits de l'homme l'année dernière, si je ne me trompe pas. Ceci dit, je reviens maintenant à ma question et la suivante, d'autant plus que nous avons effectivement parmi nous aussi des juristes éminents. Quand j'ai parlé tout à l'heure justement de Christiane Perrault et de Pierre Galland, c'est pour dire que j'appartiens aussi à la première génération. Quand j'ai eu l'honneur de faire la connaissance des deux personnes citées et d'autres, j'avais les cheveux longs et je portais des pantalons pas d'éléphant. Je ne sais pas si les jeunes savent de quoi il s'agit, mais c'est pour vous dire qu'effectivement, c'est content. Et alors, je reviens maintenant en question justement parce que, comme je dis, j'appartiens à cette génération et la génération qui est la nôtre, est confrontée justement aussi à une jeunesse chez nous qui est impatiente et qui se pose justement la question du droit international, la justice, les droits de l'homme, toutes les vertus auxquelles nous avons cru, et d'ailleurs, Dieu merci, on croit toujours, le sens de tout ça. Et est-ce qu'il suffit d'avoir le droit de son côté pour qu'on ait droit? Est-ce que toutes ces vertus nobles ne sont pas tout simplement utilisées par l'Occident quand c'est dans leur intérêt, pour défendre leur intérêt, et qu'ils sont oubliés par ce même Occident une fois qu'ils se contredisent, enfin qu'ils contredisent ou qu'ils vont dans un autre sens que celui de ses intérêts? Et je ne citais que à titre d'exemple ce qui se passe en Ukraine, etc. Parce que bon, on entend le président français parler de la guerre et Poutine, etc. Donc, il ne se limite pas donc, dans le droit international, etc. Mais en même temps, quand il parle du Sahara occidental, il se permet même de dire non seulement qu'il reconnaît la souveraineté, mais que lui, en tant que président français, il décide pour l'avenir, pour l'actuel, pour le présent et l'avenir du Sahara occidental. En oubliant que la souveraineté du Sahara occidental est une priorité exclusive du peuple sahraoui. Et que le peuple sahraoui et le peuple sahraoui seul ne sont plus au 19e siècle où les puissances occidentales donc pouvaient avec une règle et un crayon donc tracer toutes les règles, enfin toutes les frontières, etc. Donc je reviens à ma question justement parce que comme j'ai dit, nous sommes confrontés à une jeunesse qui est impatiente et qui nous dit à quoi ça sert tout ça. Est-ce que ça a vraiment un sens? Donc ça c'est la première question.
Et une question aussi directe, surtout à notre ami Bas Salguit, parce qu'il a peut-être une expérience au niveau des Nations Unies, pour revenir un petit peu à ce qu'on appelle aujourd'hui, depuis plusieurs années, le soi-disant groupe d'amis euh, du secrétaire général pour la question du Sahara occidental. Sur quelle base ce groupe a été constitué? Parce que ma connaissance, ce n'est pas une décision de aucune instance internationale, et encore moins celle enfin, du Conseil de sécurité, et au nom de quoi, justement, ce groupe de pays, qui peut, au moins pour le peuple sahraoui, et tout sauf ami, a eu le monopole, justement, de l'appli, mais enfin, de la résolution, etc., de ce qui se passe. Je vous remercie, j'espère que j'étais pas là.